Bonjour à tous chers amis, je vous espère en pleine forme. Good morning, good afternoon, good evening everyone. How are you today? I'm good. I'm fine. Okay, perfect. Good. Fine. Alors, je suis désolé s'il y a un petit reflet sur l'écran, mais sachez qu'il va vite partir. Pourquoi? Parce que le soleil ne reste pas longtemps au mois de novembre. L'objectif de cette vidéo, chers amis, c'est de vous apprendre à poser une question sereinement en anglais sans que vous vous trompiez. Donc, première chose, vous avez deux types de questions. Ça, c'est vraiment fondamental pour bien savoir poser une question en anglais. Vous avez les questions auxquelles vous répondez par yes ou par no. Donc, les yes-no questions. For example, par exemple, do you like dancing? Yes, I do. Et pour celle-ci, vous avez une intonation qui est montante. Do you speak English? OK? Toute simple. Do you like dancing? Yes, I do. Do you speak English? Yes, I do. Vous voyez, on reprend le I do. Do you like dancing? Yes, I do. Do you speak English? Yes, I do. Etc. etc. Pourquoi je dis etc.? Parce qu'on verra ça aussi avec avoir, to have et avec to be. Et vous avez, ça c'est le deuxième type de question. Première. Deuxième, ça c'était le premier type de question. Deuxième type de question, vous avez aussi les questions ouvertes. Celles auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou par non. Par exemple, what do you like? I like dancing. What are you doing right now? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? I'm watching Adrian's video. Okay? I'm learning English. Pour celle-ci, vous avez une intonation descendante. Alors, ça peut vous paraître une coquetterie intellectuelle ou un simple vernis, cette histoire d'intonation. Ça ne l'est pas, chers amis. C'est fondamental si vous voulez vous faire comprendre, bien évidemment, à l'oral. Donc, pour votre expression orale, vous devez faire l'intonation. Pour une question ouverte, une question fermée, pardon, auquel on va répondre par oui ou par non. Donc, les yes, no questions. Intonation montante. Donc, retenez en fait un exemple. C'est plus simple. Do you speak English? Do you speak English? Intonation montante. Pour les questions ouvertes, celles auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou par non, vous avez une intonation descendante. For example, what are you doing? I'm watching Adrian's video. Okay? I'm learning English. Sur les affirmations, vous avez une intonation qui fait comme ça, qui descend sur la fin. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que ça fait toute la différence pour vous faire comprendre à l'oral. Parce que si vous dites do you like dancing? Avec une intonation descendante, do you like dancing? Là, vous voulez dire, mais t'aimes vraiment la danse? Alors que ça, c'est une vraie question au contraire. Aimes-tu danser? Do you like dancing? And I'm asking you that question. Do you like dancing? Là, je vous la pose vraiment. Et si je vous dis, and I'm asking you that question. Do you like dancing? Bon, évidemment, avec cette tête-là, parce que lorsque vous avez aussi le visuel, lorsque vous n'avez pas seulement l'audio, c'est plus facile de comprendre. Mais vous l'avez compris, mettons que vous êtes au téléphone, fermez les yeux, faites-le avec moi. C'est pas grave, fermez les yeux au point où on en est, chers amis. Regardez, cette vidéo, elle sera vue par des milliers de personnes et je vais quand même fermer les yeux. Donc, vous pouvez le faire tout seul, personne ne vous verra. Do you like dancing? Do you like dancing? Do you like dancing? Oui. Do you like dancing? Do you like dancing? Je suis sûr qu'il y en a qui ont ouvert les yeux pour voir si je vais fermer bien. Donc, faites vraiment attention à votre intonation. Alors, vous pouvez bien évidemment, chers amis, récupérer toutes les slides, donc les diapositives que vous voyez ici, qui s'affichent à l'écran. Vous pouvez aussi faire le quiz d'application et réserver, et c'est la dernière fois que je le fais en 2021, votre place pour la formation gratuite d'anglais qui aura lieu ce jeudi 25 novembre à 20h, heure de Paris. Elle est sur Internet en accès libre. Pour faire tout ceci,
vous avez le i en haut à droite ou le lien qui est juste en dessous dans la description si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Donc, pour les slides, les diapos, le quiz d'application et si vous le souhaitez aussi, réservez votre place à la formation gratuite qui aura lieu et c'est la dernière fois que j'organise en 2021 ce jeudi à 20 h heure de Paris. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Donc, faites bien attention et c'est là d'où proviennent la plupart des erreurs lorsque vous cherchez à poser une question en anglais. Ne traduisez surtout pas mot à mot à partir du français, d'accord? Puisque, regardez, ces trois formes sont différentes en français, on est d'accord. Parlez-vous japonais, ce n'est pas la même phrase que est-ce que vous parlez japonais, ce n'est pas la même phrase que vous parlez japonais. Mais le résultat est le même puisqu'en fait, on pose une question. La différence qu'on a ici, c'est une différence de forme. D'accord? Mais le sens, c'est on pose une question sur votre capacité à parler japonais. En anglais, ça sera Do you speak Japanese? Do you speak Japanese? Or, si vous partez de celle-ci, et généralement on aime bien partir de celle-ci puisque le est-ce que on met à toutes les sauces, notamment à l'oral, les puristes de la langue française préféreront parlez-vous japonais et ils ont raison au passage. Donc, si vous partez de est-ce que, vous dites ok, est-ce que, donc alors vous allez essayer la plupart du temps de caser to be. Et là, c'est la catastrophe puisque vous essayez de passer du français à l'anglais en traduisant mot à mot. Alors, loin l'idée de vous dire que ah là c'est nul, absolument pas. Non, simplement, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez enlever le est-ce que. Vous pouvez le garder sous une forme affirmative avec l'intonation. Vous parlez japonais, comme on l'a vu aussi. Vous pouvez le faire correctement en inversant sujet et verbe. Et là, ça change tout. Pourquoi? Alors, même si à l'oral, on pourrait dire « You speak Japanese », mais là, sous-entendu, en fait, tu parles bien japonais, d'accord? You speak Japanese. Tu parles bien japonais, n'est-ce pas, en fait? Donc, la vraie question, la seule forme valable, c'est celle-ci. Donc, comment vous faites? Vous prenez le verbe de l'action. Donc, ici, c'est quoi? C'est to speak. Et lorsque ce verbe n'est ni to be, ni to have, automatiquement, que ça soit au passé ou au présent, qu'est-ce qui va se passer? C'est need to be, need to have. On va utiliser l'auxiliaire do ou does à la troisième personne du singulier. Does she speak English, for example? Do you speak English? Et si évidemment, donc ça c'est présent. Si c'est au passé, c'est did. Une fois que vous avez compris ça, vous avez fait un pas de géant. Évidemment pas pour l'humanité, mais pour votre anglais et c'est tout de même vraiment intéressant puisque ça vous évitera de dire are you speaking, is he speak Japanese? Non. Le verbe c'est quoi? To speak. Est-ce que c'est to be ou to have? No. Boom. Vous recommencez sur do ou does. Ok? Et même plus loin, en anglais américain, en fait, vous posez seulement la question pour to be. Si c'est pas to be, et même si vous avez to have, vous mettez do. Ah, vous allez me dire, oh là, je comprends plus rien. Facile. Regardez. Pourquoi facile? Parce que ça, vous le connaissez. Vous connaissez cette phrase. Have you got a car? Yes, I have. Donc, intonation comment? Montante. Have you got a car? Ça, c'est de l'anglais britannique. Mais en anglais américain, on va dire Do you have a car? C'est-à-dire que même si on a have, on va utiliser quand même do. Et le seul moment où on ne va pas utiliser do pour faire notre question, pour le passé et le présent, attention, je parle du passé et du présent aux formes simples. Ok? Je ne vous parle pas des temps continus et des temps parfaits. Ne vous inquiétez pas.
Ne vous inquiétez pas, on y arrive, ok? Je sais que c'est assez complexe, donc j'essaie vraiment de décortiquer de la manière la plus structurée pour vous. Donc, en anglais américain, on reprend le fil de notre pensée. On regarde toujours le verbe pour la question. Par exemple, vous lui posez la question « Do you speak Japanese? » or « Do you speak English? » Donc, c'est « to speak ». On voit que c'est ni, que c'est pas « to be », donc on va utiliser « do ». Maintenant, si je vous dis « Posez-moi la question, as-tu une voiture ?» Donc, le verbe c'est « to » avec son complément « to have a car ». Si on est en anglais britannique, on va utiliser « have » comme auxiliaire. OK? Have you got a car? Et qu'est-ce qu'on va faire si on est en anglais américain? On regarde simplement si c'est pas to be, c'est pas to be, c'est to have a car. On va utiliser do, ça nous donnera do you have a car? Mais comme on utilise do, on rajoute une forme, on fait sauter le got parce qu'il servira à rien. Ça ferait trop de choses. Vous pouvez le retenir comme ça, d'accord? Do you have a car? Have you got a car? C'est la même chose. Have you got a car? Have you got a car? Have you got a car? Okay? And do you have a car? Do you have a car? Toujours en intonation montante. En anglais britannique. Have you got a car? Have you got a car? And do you have a car? Etc. En American English. Do you have a car? Okay, guys? Et faites bien le H ici. C'est to have et pas to have. C'est pas do you have a car? Non. Do you have a car? OK? Bon. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à les mettre juste en dessous. Vous avez remarqué que pour les questions ouvertes, questions fermées, pardon, je vais y arriver, yes, no, on n'a pas de mot interrogatif, on n'a pas de what, on n'a pas de how, etc. Alors que pour les questions justement qui sont ouvertes, on est obligé, comme c'est pas yes ou no, de utiliser un mot interrogatif pour faire porter la question sur un élément précis d'une situation. D'accord? C'est pas un yes, no. Du coup, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser when pour... Donc en fait, vous avez deux grandes familles. Pour faire simple, vous avez les WH, what, where, who et pas who. Attention. Who, why, what. OK? Et après, vous avez tous les HW pour how. Alors, vous allez me dire, bah, how, c'est tout, non? How often? Avec quelle fréquence? How quick? À quelle vitesse? How deep? How deep? Sorry. How deep? OK? How deep? À quelle profondeur, etc., etc. OK? Vous avez aussi whose, à qui. Donc celui-ci, vous faites vraiment attention. Comment vous prononcez celui-ci? Who, exactement. OK? Les deux points signifient que en phonétique, j'espère qu'il ne va pas me faire n'importe quoi. Non, c'est bon, voilà, deux points. Ça signifie que c'est une voyelle longue. Who. Et whose, qu'est-ce que c'est? C'est à qui, ok? Whose book is it? Whose book is it? It's mine, c'est le mien. Whose book is it? Whose book is it? Ok? It's mine. C'est le mien. Attendez, je vous efface ceci. Attendez, je vais tout effacer, ça ira beaucoup mieux. It's mine. OK? C'est le mien. It's mine. OK? Whose book. Vous suivez? C'est bon? Yes, nickel. OK. Parfait. Is it? Deux mots ici, évidemment. So, what do we have, for example? Et on a aussi le which, bien évidemment, qui permet de différencier deux éléments ou un élément parmi une liste d'autres éléments. Lequel parmi tout ceci? Donc, lequel parmi ces deux-là peut-être ou lequel parmi ces 138 possibilités. D'accord? Donc, when,
Quand? When did he go there? Donc, qu'est-ce que vous faites? En fait, à chaque fois, vous mettez votre mot interrogatif. Ça peut être en WH, ça peut être en HW. Vous mettez votre auxiliaire, par exemple, si c'est do, ok, plus le sujet, plus le verbe, plus le complément, ok? So, for example, when did he go there? Quand est-il allé là-bas? When did he go there? When, votre auxiliaire, votre sujet c'est he, lui, go, to go, aller, ou là-bas, c'est le complément, there. Ok? Après, attention. Et c'est là où il faut que vous fassiez très attention. Très attention. Il faut que vous fassiez très attention. Merci. Vous avez, là je vous ai montré les questions avec do, did, have et be, d'accord? Par exemple, si je vous dis who are you? Donc là, on a une question avec be. Qui es-tu? Pour les formes, pour les temps simples. Mais si vous avez un temps comme le, et on l'a utilisé tout à l'heure, comme le présent continu ou comme le present perfect. Donc un temps continu et un temps parfait. For example, what are you doing? I'm reading. Ok, je suis en train de rire. Bon, bah tant mieux. De rire en lisant, mais ici tout simplement, je suis en train de lire. I'm reading. Ce temps, on le forme comment? Avec to be plus le verbe en ing. Et bien évidemment, ça va totalement changer la façon dont vous posez la question. Puisque du coup, ce que vous faites, contrairement à ce que je vous ai montré avant, quand on regardait si c'est do, did et si c'est pas to be, parce qu'on va prendre la façon américaine, du coup, on va utiliser, qu'est-ce qu'on va utiliser? Si c'est pas be, on va utiliser do et did. Même si on a have en anglais américain. Pourquoi? Do you have a car? To have a car, question do you have a car? To speak, do you speak? Etc. Mais be, par exemple, are you okay? On va pas dire do you are okay. On va dire are you okay? Parce que c'est to be okay. C'est la seule fois où ça change, c'est-à-dire c'est la seule fois où on n'utilise pas do pour des temps simples, comme le présent simple, comme le prétérit, d'accord? Did you go there? Prétérit. Le prétérit et le past simple, c'est la même chose. Si vous mélangez dans les temps, j'essaie de vous faire un gros rappel ici. Il faut que vous regardiez ma vidéo sur les temps. Elle fait 1h05 de mémoire. Je sais qu'elle est massive, mais c'est une des vidéos préférées de l'année 2021. Et ça sera le cas en 2022 si vous regardez en 2022 et après. Donc, regardez les temps parce que évidemment, je peux pas vous faire une vidéo de 3 heures, même si c'est pas l'envie qui me manque, mais ça serait contre-productif pour vous, d'accord? Donc, si vous commencez à décrocher au niveau des temps, regardez la vidéo sur les temps. On vous met le lien juste en dessous. Je continue. Donc, vous avez ici des temps simples. I speak English. I don't speak English. OK? Mais lorsqu'on décrit quelque chose qui est en train de se passer, dans le présent comme dans le passé, qu'est-ce qu'on utilise comme temps? On utilise un temps continu. Ici, c'est le présent continu. Et ça va modifier la façon dont vous faites la question puisqu'il sera plus, c'est le cas de le dire, question de do, de did, de savoir si c'est be, si c'est pas be. Du coup, on utilise do et did. Non, on va toujours utiliser l'auxiliaire be pour faire la question et on fera auxiliaire, sujet, verbe. Mais ça sera là exactement la même chose. Ou éventuellement un pronom, un mot interrogatif. Par exemple, si je vous dis « Are you reading ?» Es-tu en train de lire? Et c'est pour ça qu'il faut vous méfier du « est-ce que tu es en train de lire ?» parce que vous dites « est-ce que ?» Bam, je vais mettre le verbe être. Alors là, ça marche. Est-ce que tu es en train de lire? Parce que c'est « Are you reading ?» Ok? Mais parfois, ça ne marchera pas.
Donc, il faut vraiment que vous vous méfiez. Vous enlevez toujours le est-ce que. Que fais-tu? Je suis en train de lire, ok? Et tu, alors c'est pas est-ce que tu es en train de lire? Ce n'est pas est-ce que tu es en train de lire, c'est es-tu en train de lire? Vous simplifiez toujours comme ça. Ok, alors qu'est-ce que c'est comme temps? C'est une action qui est en train de se dérouler. Ok, donc c'est dans le présent. Oui, donc action en train de se dérouler dans le présent, c'est donc un présent continu. Ah, comment il se forme? Avec to be plus le verbe en ing. Ok, donc to be c'est notre auxiliaire. Et l'auxiliaire c'est toujours celui qui remporte la mise. D'accord? C'est pour ça qu'on le place en début des questions, que ce soit au présent simple ou pour un temps continu. Du coup, on va utiliser auxiliaire, sujet, verbe, toujours et éventuellement complément. Are you reading a book? For example, si vous voulez un complément. Et si vous voulez mettre un mot interrogatif juste avant, bah vous avez what, par exemple. What are you reading? OK? Donc, si vous regardez, par exemple, je vais tout effacer. Alors, je vous laisse le temps de noter pour ceux qui veulent noter. Je regarde pendant ce temps comment je vais vous présenter le reste. Ok, je pense que ça va être simple. Quand y est-il allé? He went there last year. Donc, vous partez de la réponse. Ici, on a un prétérit. Prétérit, past simple, c'est la même chose. On a le verbe to go. Ok. Donc, comment on pose notre question au prétérit? Ben, c'est un temps simple, donc c'est comme au présent. Donc, ça va être soit did, soit was ou were. Ok? Ça dépend de la personne. Or, ici, on a le verbe to go. D'accord? Et to go, c'est pas le verbe to be. Donc, on sait que ce ne sera ni was ni were et pas were. OK? Was, were. Du coup, on utilise did. Il y est allé l'année dernière. Y est-il allé l'année dernière? Non, on veut poser la question sur ceci, sur un élément de la situation. Qui correspond à quoi? Un élément dans le temps. Donc, ça va être when. Donc, on met notre mot interrogatif, when, plus notre auxiliaire, did, plus le sujet, c'est qui? C'est he, plus le verbe, go, plus notre complément, when did he go? Where to? There. OK? Vous voyez? C'est aussi simple que ça, mais ça demande en fait une dextérité, une gymnastique, parce que vous emboîtez plein de choses. Et si vous ne connaissez pas bien vos temps, mais vraiment les principes de base en anglais, vous allez être vraiment coincé pour poser une question en anglais. Poser une question en anglais, ça vient après la connaissance des temps. C'est pour ça qu'il faut faire les choses dans l'ordre et c'est exactement, notamment ce que vous faites dans votre programme, parler anglais dans les 60 jours qui viennent pour ceux qui ont l'immense chance de le suivre. Bon, maintenant, on va en prendre un second, parce que je ne voudrais pas toutes les faire, étant donné que la vidéo va être trop longue. On va faire I live downtown, donc en centre-ville. D'ailleurs, vous pouvez retenir cette expression, est très utile. Downtown, en centre-ville. Donc, où est-ce que tu habites? Où habites-tu? Maintenant, vérité générale, c'est donc quel temps? On est en mode ici vérité générale. De manière générale, j'habite j'habite au centre-ville. I live downtown. Donc le verbe c'est to live. On est sur du PS. Alors c'est pas les élections présidentielles, d'accord? C'est ici simplement présent simple. Ok? Du coup, comment on va former notre question? Bon, est-ce qu'il y a un mot interrogatif? On pose la question sur où. En fait, ce qui nous intéresse ici, c'est le lieu. Donc, on met where. Est-ce qu'on va utiliser to be ou est-ce qu'on va utiliser l'auxiliaire, be ou est-ce qu'on va utiliser do? Bon, bah, c'est pas to be ici, c'est to live. Donc, to live, c'est pas une question qui porte sur to be. Donc, du coup, on va utiliser do.
Attention, c'est qui, c'est, où habites-tu? Ok. Where, donc notre auxiliaire. Do you, verbe, live. Ok? Mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe. Et ne confondez pas en fait les auxiliaires et les verbes. Be, ça peut être à la fois un verbe et à la fois un auxiliaire. Quand, par exemple, je vous dis, et c'est la même chose pour have. D'accord? Quand je vous dis, are you reading? Ok. Ici, are you reading? Or what do we have here? Why is she running? Is. C'est du présent continu ici. Et le présent continu, il est formé avec l'auxiliaire être plus le verbe en ing. Ici, to be, c'est un auxiliaire. OK? Mais quand je vous dis I'm Adrian, I'm, c'est le verbe. D'accord? Ça me permet de faire l'action. Alors qu'en fait, ici, l'auxiliaire, il est auxiliaire, mais c'est lui qui commande quand même. Il va montrer la façon dont se déroule l'action, mais il n'est pas en fait dans l'action lui-même parce que l'action c'est to run. Mais run, comment? En train de courir. D'accord? C'est pas je cours tous les jours, non, c'est maintenant je suis en train de courir. Et pour ça, on a besoin de l'auxiliaire. Donc faites bien attention à ne pas confondre auxiliaire et verbe. De la même façon, je vous dis do you have a car? Ici, have, c'est un verbe. Mais maintenant, si je vous dis I have, for example, j'ai appris l'anglais, d'accord? Et maintenant, donc, je le connais. I have learned English. Ici, c'est un auxiliaire. Pourquoi? Le verbe, c'est to learn English, mais have, il nous permet de former quoi? Et c'est la troisième famille de temps que je voudrais qu'on voit avec vous pour bien poser les questions. Il nous permet de former le fameux present perfect, qui permet non pas de décrire une vérité générale, une habitude au présent ou au passé, ce qui est le cas du présent simple et du past simple. Ce n'est pas non plus une famille de temps qui nous permet de décrire une action en cours au passé ou au présent, ce qui est le cas du présent progressif, mais aussi du du présent continu. Présent progressif, présent continu, c'est la même chose, mais je préfère utiliser continu. C'est donc le cas du présent continu et du passé continu. I was running, j'étais en train de courir. I am running, je suis en train de courir. Et notre troisième famille de temps, ce sont les temps parfaits que l'on forme justement avec l'auxiliaire have plus le participe passé. D'accord? Et ça nous donnera par exemple I have lived in Paris for many years. Je vis à Paris depuis de nombreuses années. C'est un présent en français mais un present perfect en anglais. I have lived in Paris for many years. So what do we have? Laquelle pourrions-nous décortiquer? Attendez, je regarde un petit instant. Ok, parfait. Je vais vous donner, mais après, d'autres exemples avec cette famille de temps. Parce que ça fait un moment qu'on s'attarde sur celle-ci. Alors, un petit instant, il y a un petit souci dans la numérotation, mais vous n'avez absolument rien vu, chers amis. Ok, c'est parfait. Continuons. Bon, ensuite, au niveau mot interrogatif, donc on a vu le who, qui, on a vu whose, à qui, et là vous faites bien attention pour ceci, il commence par, on ne prononce pas le W en fait, d'accord? Who, whose, on a vu what, quoi, que, on a vu which, lequel, on a vu when, where. Et ça se prononce were. OK? Ça, c'est était. Donc, c'est le verbe être au pluriel et à la deuxième personne du singulier au prétérit. Were. Where.
They were nice. Ils étaient sympas. They were nice. Where are you? Intonation du coup, descendante ou montante? Question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. Intonation, c'est une question ouverte. Descendante. On l'a vu tout au début. Where are you? OK? So, ça c'est notre première famille de mots interrogatifs pour, vous savez, poser une question sur un élément précis de la situation. On a ensuite les how. Mais how, c'est comment? Donc, how are you? How are you? Intonation descendante. Comment allez-vous? Et en fait, ce qui est génial en anglais, c'est que vous avez une énorme flexibilité. Vous pouvez lui coller des mots, bam, 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 pour, si je puis dire, poser une question hyper précise qui demandera en français une expression beaucoup plus longue et plus dure à manier. Avec quelle fréquence, à quelle vitesse. Vous voyez, en plus, il faut pas dire à quelle. En plus, quand vous l'écrivez, c'est pas à quelle avec un seul L. Donc, ça pose plein de soucis qu'on n'a pas en anglais. Donc, quelle taille, quelle longueur. How long, ok? Ou même pour la hauteur ou pour la largeur. How big is it? Ok? How far? À quelle distance? How far is it? Littéralement, c'est loin de quelle distance? Donc, c'est loin? OK? How far? How far is it? How old? Eh bien, en fait, oui, vous connaissez en fait pour l'âge, bien sûr. How old is it? How old is it? Quel âge cela a? How old are you? How old are you? Quel âge as-tu? Vous le faites naturellement, vous n'avez pas forcément pensé qu'en fait, bon, bah, c'est comme ça pour demander l'âge, mais ça se fait pour plein de mots interrogatifs et notamment, vous avez aussi le how much et le how many qui servent à dire combien. OK. Donc là, il faut que vous fassiez vraiment très attention. Pour combien, puisque nous avons une distinction très particulière en anglais, à savoir qu'on fait la distinction entre les dénombrables et les indénombrables. Donc, première chose, c'est facile franchement. How much? Vous l'utilisez à chaque fois que vous avez un prix. OK? Et d'ailleurs, how much, ça veut dire combien, sous-entendu combien ça coûte. How much? OK, guys? Lorsque vous avez how many, c'est pour demander combien, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3? OK, mais comment je fais la différence, Adrien, par exemple, si je voulais parler d'une voiture, OK? Combien y a-t-il de voitures? Eh bien, une voiture, deux voitures, trois voitures, quatre voitures. How many? OK? Maintenant, si je voulais parler, par exemple, d'argent, combien ça coûte? Pourquoi c'est much? Parce qu'en fait, vous avez besoin d'une unité de mesure. Lorsque vous avez besoin d'une unité de mesure, ça peut être le poids, ça peut être une devise. Donc là, dollars, euros, pounds, or whatever. OK, pounds, c'est la livre sterling, pounds, OK, les livres sterling. Vous allez devoir utiliser much, d'accord? Mais lorsque vous parlez de 3 arbres, vous ne dites pas 3 portions d'arbres ou 3 kilogrammes d'arbres. Non, l'arbre se suffit à lui-même en tant qu'unité. On n'a pas besoin de le mesurer, d'accord, pour définir que c'est un arbre. Le 1 suffisant. OK? Donc, lorsque vous utilisez les devises, les poids, toute unité de mesure, kilos, etc., donc, quand on va parler, par exemple, du beurre, on va employer much, OK? There isn't much butter left. Il n'y a pas beaucoup, parce que ça permet d'exprimer la quantité, il ne reste pas beaucoup de beurre. Donc là, je vous le marque juste comme ceci. C'est un petit rappel sur much et many. There is, allons, on va le faire à l'affirmative, ça va plus vite. There's much butter left. Il reste beaucoup de beurre. Et c'est pas many. On pourrait dire, alors pour simplifier les choses quand c'est affirmatif, vous pourrez dire a lot of, évidemment.
Ok, a lot of. C'est la même chose, mais parfois vous trouverez much. Et pourquoi c'est much? Parce que on dit pas un beurre, deux beurres, trois beurres. On dit une livre de beurre, une cuillère de beurre, etc. 100 grammes de beurre, ok? Donc c'est la différence entre how many and how much. Et quand vous parlez par exemple d'un groupe de personnes, ça sera how many. Quand vous parlez d'un prix, comme on utilise une devise, c'est how much, ok? Et vous avez aussi since when, depuis quand, et how long, depuis quand. Et évidemment, comme on demande depuis quand, c'est-à-dire ça commence dans le passé, ça continue dans le présent, on va utiliser le present perfect, soit simple, soit continu, mais je ne reviens pas là-dessus puisque ça serait trop long. Bon, j'espère, chers amis, que c'était complet pour vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger toutes les slides, l'exercice, faire l'exercice d'application et vous inscrire à la formation qui aura lieu ce jeudi 25 novembre. C'est la dernière de cette année. Profitez-en. Elle est en libre accès, en direct, sur Internet, gratuite. Les places sont limitées par contre, donc faites vite pour vous inscrire et de toute façon, ça a lieu une seule fois ce jeudi à 20h, heure de Paris. Pour tout ceci, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur tablette ou sur mobile. Bye bye guys, have a nice day.